Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans Tempo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette émission inhabituelle. Pour la deuxième fois dans l'histoire de Tempo, je suis en face d'un vrai public. Donc bienvenue à tous et à toutes. Ça me fait chaud au cœur de vous voir ici, dans le hall de la chanson, unique centre national du patrimoine et du matrimoine de la chanson, des variétés et des musiques actuelles. Le choix du lieu n'est évidemment pas anodin. Je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion d'une émission de radio mêlée de chansons françaises. La chanson française est-elle un bon moyen pour exprimer ses idées politiques et militantes ? C'est la question qui donne l'impulsion à ce débat en paroles et en chansons. Aujourd'hui dans Tempo, vous entendrez Emmanuel Cadoré, Sophia Anastasio, deux autrices-compositrices, et Olivier Hussenet, directeur adjoint du Hall de la chanson. Puis pour cette émission spéciale, vous aurez l'occasion d'entendre certaines auditorices. En effet, pour cette émission dédiée au débat musical, vous aurez, cher public, l'occasion de vous joindre aux échanges, si le cœur vous en dit. Pour cela, vous avez plusieurs options. Soit vous êtes dans la salle et vous n'avez qu'à lever la main, un micro vous sera tendu. Vous pourrez vous exprimer facilement et poser des questions aux invités, rebondir sur ce qui est dit, etc. Si vous êtes à distance sur Twitch, vous pouvez écrire dans le chat, je vous lis et je lirai vos interventions à l'oral. Et si vous êtes en différé, vous pouvez écrire votre petite question, votre petite intervention dans les commentaires YouTube. Voilà. Au programme de cette émission, donc une première partie sur la relation qu'entretiennent les invités du jour avec la politique, puis une alternance de chansons jouées en live et de temps de débat et de discussion donc entre nous tous. Il y aura également deux chroniques, Prises multiples de Manon et la chronique découverte musicale de Lex Lorazov, notre chroniqueur mystère. Cette émission est possible grâce à la participation de la petite équipe de bénévoles de Tempo, l'association Artefact, le Hall de la chanson et la 3e Harmonique Production. Chers invités, chers tous et toutes, vous êtes artistes, musicienne, et Olivier, tu es directeur adjoint du Hall de la chanson et artiste permanent. Donc j'ai décrit le Hall comme un centre national du patrimoine et du matrimoine de la chanson. Ça veut dire quoi exactement, ce long nom? Déjà, bienvenue chez nous, du coup. On est très heureux de recevoir l'émission et toute l'équipe et les invités donc dans ce Centre national du patrimoine et du matrimoine de la chanson. Alors, le nom officiel, le matrimoine n'est pas encore inscrit dans les statuts, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une notion qu'on emploie depuis déjà plusieurs années. Effectivement, et on explore beaucoup ce matrimoine. Qu'est-ce que c'est que le Hall de la chanson et qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, en fait, on ne conserve rien, dans le sens où on n'est pas un lieu ressource comme la BNF par exemple, la Bibliothèque nationale de France ou d'autres bibliothèques, ou l'INA par exemple qui conserve les archives audiovisuelles. On n'est pas un lieu de conservation, on est un lieu de valorisation. C'est-à-dire que la mission du Hall de la chanson, c'est de remettre en circuit, à disposition, de refaire entendre des chansons qui risquent de disparaître, de ne pas être transmises, des chansons qui étaient peut-être connues de leur temps mais qui ont été oubliées, ou bien des chansons méconnues de temps plus récents. Bref, on est là pour que ce patrimoine et ce matrimoine circulent, soient réentendus, voire soient entendus, parce que souvent on travaille sur des chansons qui n'ont jamais été enregistrées par exemple, donc des chansons vraiment d'avant l'enregistrement. Et donc voilà, c'est vraiment la mission de valoriser ce grand répertoire qui est vraiment protéiforme, qui va dans tous les sens. Il y a à la fois la chanson, ce qu'on appelle la chanson folklorique quand on est un peu attardé, ou en tout cas les chansons dites traditionnelles. Donc tout ce grand répertoire de chansons anonymes qui ont traversé les siècles de façon orale, ça fait partie de ce grand ensemble, tout comme les chansons yéyé des années 60, tout comme le rap des années 90, tout comme la chanson française des années 50, tout comme les chansons en langue régionale, ou en langue de France. Il y a 80 langues en France reconnues comme telles. Donc déjà, nous, on n'est pas le hall de la chanson française, on est le hall de la chanson en France et en langue française, puisqu'on inclut aussi le chant francophone.
Voilà, en gros, pour essayer de résumer en gros la mission qui est énorme en fait. Et ton rôle en tant qu'artiste permanent, c'est de faire vivre du coup ce répertoire sur la scène. Exactement, sur la scène et parfois un peu aussi sur les réseaux sociaux. Donc oui, effectivement, on est un lieu de production de spectacles, donc on crée beaucoup de spectacles de chansons. On crée aussi des formes interactives, des cafés chantants, c'est-à-dire des moments où c'est le public qui chante. On a aussi beaucoup de formes, on essaie de multiplier, même si c'est un peu gros à faire, et on le fait vraiment plusieurs fois par an. On fait des grands bals, ou alors des cafés dansants qui sont plus modestes, c'est-à-dire des moments où on chante des chansons en direct réarrangées par des musiciens, toujours réarrangées, hein. En fait, l'arrangement est très important pour nous. Et on fait appel à une chorégraphe ou à un chorégraphe qui écrit des danses et les transmet au public en direct pendant le moment qu'on partage, quoi. Donc voilà, il y a des formes comme ça interactives, et puis il y a aussi des formes hybrides comme la conférence chantée par exemple. On a pas mal de moments où on fait des conférences chantées sur un sujet, c'est-à-dire qu'on parle pendant 10 minutes et puis pendant 10 minutes on chante, et puis voilà, c'est un espèce de gâteau marbré entre la parole et l'interprétation artistique, entre l'interprétation en fait de commentaires analytiques et l'interprétation artistique, quoi. Voilà. C'est une transition parfaite parce que c'est un peu le principe aussi de cette émission. Donc vous allez entendre à la fois des moments de parole comme ça et des chansons en live de ces 3 artistes ici présents. On va tout de suite commencer avec une série de questions sur votre rapport à la politique, puisque nous sommes dans une émission qui veut mêler musique et politique. Et je voudrais commencer par toi, Emmanuel. Est-ce que tu te dis sensible à la politique de manière, tu comprends la question comme tu veux. Ok, oui, je suis sensible à la politique, je pense un peu comme tout le monde, à la vie de notre société. Et, après, je ne suis pas quelqu'un qui a une carte de membre à un parti. Et voilà. Mais tu peux être sensible à la politique sans avoir une carte de parti, peut-être. Mais je suis sensible oui, bien sûr, à ce qui se dit, à ce qui se fait, à ce qui anime notre société. Et je pense que c'est aussi le rôle d'un artiste, c'est aussi de proposer sa vision des choses et d'essayer de la partager. Après, moi, je ne me sens pas, en tant que chanteuse, devoir dire des idées pour qu'il y ait une action politique derrière, en fait. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, tu fais de la musique, mais c'est pas pour motiver une action. Non, voilà, ouais. C'est pour sensibiliser et donner ton éclairage. Mon éclairage, mon ressenti, c'est même pas un éclairage, c'est ce que je ressens. Et est-ce que tu te dirais engagée politiquement, en tant qu'artiste ou même en tant que citoyenne, que personne ? Moi, je pense que je me sens quand même engagée. Moi, j'ai l'impression que déjà, être une femme et de chanter et d'écrire, c'est une forme d'engagement. Parce que je ne pense pas que la société, déjà à la base, où les hommes politiques ou les femmes politiques nous encouragent à ça. Je ne pense pas qu'à l'école, on nous encourage à avoir l'esprit critique envers la société, envers ce qu'on nous propose. Donc voilà, après moi, à côté de la musique, je travaille dans une structure qui s'appelle la Manufacture Chanson. Et donc, je fais des ateliers d'écriture et d'enregistrement, donc dans des quartiers ou dans les lycées, et aussi dans les prisons. Donc, c'est aussi, en tant qu'artiste, pour moi, une forme d'engagement, d'aller sur le terrain, entre guillemets, et surtout à des endroits où il n'y a pas trop de poésie, ni de musique. Et est-ce que tu te dirais militante ? Est-ce que pour toi, il y a une différence entre être engagée et être militante Non, parce que pour moi, militant, ça impliquerait d'avoir une carte dans un parti, et ça implique de dire je pense que ces idées-là sont les bonnes et j'ai envie
qu'on me suive. Alors que moi, je suis pas dans cette démarche-là quand j'écris. J'essaye de sensibiliser, mais pas de dire j'ai raison et c'est comme ça qu'il faut penser, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Emmanuel a dit, Sophia? Sur quelle réponse? Sur justement ce fait d'être militante. Est-ce que toi tu te dis militante, et oui ou non, et pour les mêmes raisons que Emmanuel ou... Pas forcément dans la sphère publique, on va dire. Moi non plus, je suis pas affiliée à un parti. Je bosse pas pour un mouvement particulier. Après, par exemple, pour le féminisme, dans la sphère privée, si je peux dire que j'ai une forme de militantisme, ça va être plutôt d'essayer d'engager des discussions avec des gens et d'essayer de partager, pour le coup, mes idées féministes qui... moi, je pense là-dessus, je pense plutôt être en accord avec ce que je pense. Et si j'avais quelqu'un face à moi qui est complètement anti-féministe, je pense que je vais me dire que j'ai un peu raison. Mais non, mais en tout cas, d'essayer, voilà, par le dialogue et par la discussion, je pense que c'est plus un militantisme de sphère privée, dans la mesure où ce sont des questions qui m'intéressent énormément. La politique m'intéresse beaucoup. Donc voilà. Tu te dirais engagée politiquement, du coup? Oui, je pense. Ça m'intéresse beaucoup. Je vais manifester. On pourrait toujours faire plus, et j'ai pas l'impression non plus de faire suffisamment, on va dire. Mais oui, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et je peux aller dans la rue et on en parle beaucoup avec mes amis. Ouais. Mais ça se ressent beaucoup moins, par contre, dans mes chansons. Oui, on aura l'occasion d'en discuter juste après. Et toi, Olivier, du coup, est-ce que tu es engagé politiquement dans ton quotidien et même en tant qu'artiste? Alors, c'est une bonne question. Oui, je pense qu'il y a une forme d'engagement. Enfin, là, pour le coup, je suis vraiment ce que vient de dire Emmanuel, c'est-à-dire la question ne serait-ce que dans mon boulot. Donc, c'est un peu délicat pour moi de répondre parce que je représente à la fois le hall de la chanson, donc l'institution Centre National, etc. Donc, je suis tenu à un certain devoir de réserve sur mes convictions profondes, par exemple. Mais quand même, je peux quand même parler de ça en tant qu'artiste. Disons que je pense qu'effectivement, dans le métier que je fais au quotidien, notamment au hall de la chanson, voilà, les actions d'éducation artistique et culturelle que je peux faire, auxquelles je peux participer ou même que je peux monter, c'est de l'engagement. C'est-à-dire que pour le coup, quand on décide de faire venir ici 150 élèves d'une zone REP+, d'un lycée hyper défavorisé, et qu'on fait une journée d'immersion dans le patrimoine et le matrimoine de la chanson, c'est vraiment une action qui est très... alors qui n'est pas militante au sens où j'ai pas de cause à défendre, mais en revanche qui est très engagée sur le fait de effectivement donner à des gens les moyens de penser, les moyens de connaître plein de choses, leur apporter des savoirs qui sont pas forcément, auxquels ils n'ont pas forcément accès, les mettre aussi dans des savoir-faire qui sont peut-être plus proches de ce qu'ils croient. C'est-à-dire que chanter une chanson, tout le monde est capable de chanter une chanson, contrairement à ce qu'on croit. Évidemment, il y a des degrés, des niveaux, ça dépend sur quoi on focalise, mais en gros, quand même, avant l'avènement de la radio, par exemple, tout le monde chantait. Tout le monde chantait. Par exemple, si on prend la France hexagonale, dans toutes les familles, que ce soit les bourgeois, les prolos, les paysans, etc., on chantait aux grandes fêtes de village ou aux fêtes à l'anniversaire de mamie, tout le monde chantait, depuis l'enfant de 4 ans jusqu'au vieillard et à la vieille femme. Et chacun avait son petit répertoire. Alors que personne n'avait appris la musique, enfin, en tout cas, il y a des familles où on connaissait même, il y a plein de gens qui ne lisaient même pas, en fait, tout simplement, qui ne savaient même pas lire et écrire. Et c'est une pratique qui s'est complètement perdue justement par l'enregistrement, la diffusion, les médias, etc., où d'un seul coup, quand on fait une fête aujourd'hui, quand on fait un mariage, par exemple, on met de la musique. On ouvre le robinet à musique, quoi. Et c'est rare qu'il y ait déjà des artistes qui viennent chanter à un mariage, ou c'est rare que les gens du coup chantent, que les gens de la noce se mettent tous à chanter, ce qui était le cas il y a encore 70 ans
peut-être un peu plus 70-80 ans. Et dans certaines zones en France, on chantait encore dans les années 60, malgré la radio, malgré la télévision. Bref. Donc effectivement, il y a de l'engagement là-dedans. Et puis aussi, la question politique, en fait, j'arrête pas de la croiser tout le temps, en fait. Les chansons de différentes époques, enfin la chanson, au sens très large, au sens des musiques populaires chantées, vraiment, tout style confondu, croise la politique en permanence dans les sociétés. Et donc à toutes les époques, les chansons sont des formes d'expression d'opinion, des formes d'expression de regard sur le politique, sur la société, sur le social, sur des situations. Et donc il y a de la politique tout le temps dans les chansons, tout le temps. Y compris quand il n'y a pas de politique qui traverse la chanson. C'est-à-dire que pour le coup, par exemple, typiquement, il y a quelques années, on est allé faire un stage en Chine pour des chanteurs et des chanteuses chinois et chinoises. Et en fait, aucune chanson n'avait de thème politique. C'était interdit par le parti, en fait, tout simplement. Donc, les 110 personnes qui ont participé à notre stage ont apporté des chansons sur les fleurs, sur l'amour, voilà. Il y avait plein de choses, énormément de thématiques, mais pas du tout des choses qui ressemblent à un point de vue sur la société ou un point de vue sur la politique. Parce qu'on est dans une dictature, en fait, tout simplement. Et c'est une chose qui nous a vraiment frappé. Donc, quand il n'y a pas de politique dans une chanson, ou dans des chansons plutôt, parce qu'une chanson, c'est pas. Enfin, il faut regarder ça toujours un peu. Il faut essayer de trouver un échantillon représentatif, quoi, d'une certaine façon. Quand il n'y a pas de politique dans les chansons, il y a beaucoup à s'interroger sur la politique de la société d'où elles émergent, en fait, tout simplement. Et on voit ça dans la société française à travers le temps. Il y a des moments où la chanson politique est quasi inexistante. Et c'est en général des moments où le pouvoir est très, 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 très fort et verrouille beaucoup, beaucoup les choses. Et puis depuis la Révolution française, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de chansons qui viennent contester le pouvoir, malgré parfois des régimes autoritaires. Et voilà, donc en fait, ça remonte même un peu avant ça. Donc c'est intéressant de voir que la politique, en fait, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là dans les chansons. Donc effectivement, c'est un sujet qui me passionne déjà, aussi en tant qu'analyste de chansons et un peu de l'histoire de la chanson. Donc effectivement, je pense qu'écrire une chanson, c'est un geste politique qui est parfois en creux. Mais il y a toujours en tout cas une dimension politique dans une chanson, même par son absence, en fait. Qui peut être tout simplement, j'ai pas envie qu'on m'embête personnellement avec ce que j'ai écrit dans une chanson, par exemple. Je pense à quelqu'un comme Anne Sylvestre qui était dans sa vie, on peut dire, quotidienne, qui était une femme féministe, qui affirmait beaucoup le point de vue des femmes, mais qui dans ses chansons, elle a même écrit une chanson qui s'appelle Ma chanson dégagée. La chanson dégagée, à un moment donné où on lui reprochait de ne pas faire des chansons engagées, c'était l'époque des protest songs et tout ça, et elle dit non mais moi... En fait, je suis une artiste, je suis une femme qui chante et je mets certes mes idées dans mes chansons, mais je n'ai pas envie. Mon boulot, c'est d'être chanteuse. Mon boulot, c'est pas d'être femme politique ou d'être leader de mouvement ou même de participer à un mouvement politique, quoi. En fait, elle y participait. Elle a écrit des chansons en fait très engagées, mais qui étaient toujours d'un point de vue très individuel et donc très subjectif aussi. Elle a toujours assumé une sorte de grande subjectivité. Donc je pense que c'est intéressant à voir aussi. Là aussi, c'est une lecture politique qu'on peut faire de l'œuvre d'Anne Sylvestre, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Merci beaucoup à vous trois de vous être confiés sur votre vision de l'engagement de la politique, etc. Je vous propose de clore cette première partie d'émission et d'écouter la douce voix de Manon et ses reprises multiples que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Tempo dès la fin de l'émission.